aller. Bien. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Notre ordre du jour appelle l'audition de M. Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité des Français de l'étranger. C'est un ministre attractif, d'ailleurs, en lui-même. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue devant notre commission que vous connaissez bien, comme vous connaissez bien tout ce qui touche au Parlement, puisque vous avez largement sévi avec nous dans cette Assemblée comme en qualité de parlementaire, de président de groupe. Et donc, c'est, je pense, toujours pour vous une sorte de retrouvaille que de se retrouver en milieu parlementaire et devant cette commission. Alors, votre audition devait initialement se dérouler le 22 novembre dernier, mais votre participation au Conseil des ministres, je crois que Madame Colonna n'était pas là et que vous représentiez les affaires étrangères de la France à vous tout seul. Donc, nous avons dû nous incliner respectueusement devant le Conseil des ministres, de sorte que nous vous recevons après, non pas avant, c'est peut-être pas plus mauvais. Vous avez peut-être des choses à nous dire sur ce qui s'est passé, alors que si ça avait été avant, ça aurait été plus difficile, voyez-vous. Après le dernier Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne consacré au commerce, qui s'est tenu le 27 novembre dernier. Compte tenu du degré d'attention que porte cette commission aux enjeux commerciaux internationaux, il était inenvisageable que nous n'ayons pas l'occasion de dialoguer avec vous quelques jours après, et non pas quelques jours avant, la tenue de ce conseil consacré au commerce. Et donc, je suis très heureux que cette audition puisse intervenir avant la trêve des confiseurs. Depuis votre dernière audition, plusieurs faits ont retenu notre attention. Le 31 août dernier, vous avez eu un mois d'août assez actif, Monsieur le ministre. Le 31 août dernier, tout d'abord, vous avez présenté le plan Oser l'export, qui poursuit deux objectifs majeurs, deux objectifs immenses, il faut reconnaître, mais ça ne vous fait pas peur. D'une part, porter à 200 000 le nombre de nos entreprises exportatrices à l'horizon 2030 contre 150 000 aujourd'hui. Une augmentation quand même assez considérable. D'autre part, viser le retour à l'équilibre, si ce n'est à l'excédent, de notre balance commerciale. Alors, notre commission, vous imaginez bien, est très impatiente d'en savoir un peu plus sur les mesures de ce plan très ambitieux et indispensable qui répond effectivement à une préoccupation très profonde de chacun d'entre nous. Est-ce que la France est capable de tenir son rang dans l'échelle par rapport à l'ensemble des nations du monde et la mesure de cette capacité, c'est d'abord les échanges extérieurs. Quelques jours avant la présentation de ce plan, le 8 août, vous avez par ailleurs rendu public les chiffres de notre commerce extérieur pour le premier semestre 2023. Et là, on avait plutôt, ce qui est quand même assez rare, on avait plutôt des nouvelles rassurantes et assez satisfaisantes. Ces chiffres montrent notamment que les échanges de la France avec le reste du monde s'améliorent, enfin se sont améliorés. Est-ce que ce sera durable, définitif non, mais durable ou non, c'est la question que nous allons vous poser. Le déficit de la balance courante des biens services se résorbant de 30 milliards d'euros à moins 10 milliards, moins 9,6 milliards. Donc c'est quand même une inversion tout à fait considérable. Et nos exportations de biens et services en volume ont nettement progressé au deuxième trimestre, plus 2,6 par rapport au premier trimestre, tandis que les importations se sont, elles, stabilisées à plus 0,4%. Tout ceci vous a fait résumer la situation en des termes que je vous cite, si vous m'y autorisez. La France tire son épingle du jeu en dépit du ralentissement du commerce mondial des prix qui demeure à un niveau élevé et de la persistance des tensions commerciales. L'expression tirer son épingle du jeu est intéressante parce qu'elle marque de votre part une assez grande prudence. C'est le contraire d'une déclaration triomphaliste, ce dont je vous félicite parce que rien n'est plus inquiétant que le triomphalisme. Mais nous sommes très attentifs
à l'idée de savoir comment vous interprétez ces chiffres qui sont assez satisfaisants, si vous y voyez une sorte d'hirondelle qui ferait l'été, comme les hirondelles en principe ne font pas le printemps, ou si vous y voyez l'amorce d'un redressement durable et la promesse d'une amélioration structurelle et pérenne que nous serions très heureux de pouvoir saluer. Voilà la question qui est posée. S'agissant de l'environnement de nos relations commerciales, l'accord commercial entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, en négociation depuis plus de 4 ans, a été formellement signé le 9 juillet dernier. Il est le premier accord commercial européen à contenir un chapitre dédié au développement durable. C'est un point qui me semble assez positif. Et autre point également qu'on peut considérer comme positif, le commerce bilatéral des biens entre les deux zones a représenté un peu plus de 9 milliards d'euros en 2022. Les exportations de l'UE vers l'archipel néo-zélandais pourraient augmenter de 4,5 milliards d'euros par an du fait des stipulations retenues dans cet accord. Alors il y a le groupe LFI a envisagé, a caressé l'idée que notre Assemblée débatte le 30 novembre dernier, lors de sa journée réservée, d'une résolution visant à obliger à une ratification de cet accord du 9 juillet 2023 par les 27 États membres de l'UE. Alors moi, c'est quelque chose qui me... Je suis un vieux parlementaire européen avant d'être un parlementaire français. Enfin, je suis un parlementaire français, mais avant d'être un représentant au Parlement national. Et je trouve que, véritablement, dès qu'on aborde la question d'une exigence de ratification par tous les parlements nationaux, c'est-à-dire beaucoup plus de 27, puisque les Belges à eux seuls en ont 4 ou 5, on est conduit à la paralysie. Mais en tout cas, il n'y avait vraiment aucune raison, parce que c'est un accord commercial, et les accords commerciaux, me semble-t-il, et il me semble très fortement, relèvent de la ratification du Parlement européen, dont je rappelle à chacun que les membres sont élus par le suffrage universel au même titre que nous. Donc cet accord de nouvelle génération répond à des préoccupations formulées sur tous les bancs, et je trouvais un petit peu paradoxal de mettre des bâtons dans les roues à quelque chose qui représentait une certaine innovation sur le plan de l'intégration des préoccupations environnementales. Nous serions très heureux de vous entendre commenter cet accord, dont je comprends qu'on puisse être par ailleurs, auquel on puisse être opposé. D'autres accords similaires pourraient suivre. Nous souhaiterions à cet égard que vous nous indiquiez s'il est toujours envisagé de parvenir à la signature de l'accord de libre-échange en négociation avec l'Indonésie. Par ailleurs, nous souhaiterions savoir également quelles relations le gouvernement a tiré ou entend tirer de la résolution du 13 juin 2023 de notre Assemblée relative à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Le dit accord étant revenu au premier plan de l'actualité ces derniers jours, dans la perspective du sommet du Mercosur qui se tient à Rio aujourd'hui, même si la transition institutionnelle en Argentine, on va appeler ça comme ça, et d'autres considérations ont retardé la possibilité d'une issue sur ce dossier. Nous avons l'impression que nos revendications sont toujours les mêmes, elles sont bien connues, que ce soit sur les clauses miroirs et d'une façon générale la prise en compte de toutes les exigences environnementales, mais l'équation politique en Amérique latine a profondément changé depuis l'arrivée de M. Lula aux affaires et depuis l'élection ô combien baroque du nouveau chef d'État argentin. En définitive, le Conseil, je dis baroque, ce n'est pas une critique, on peut bien critiquer, mais c'est simplement la référence à un certain type d'esthétique auquel les Argentins sont assez familiers, comme ils viennent de le montrer.
En définitive, le Conseil Affaires étrangères du 27 novembre dévolu au commerce est intervenu donc dans un contexte très dense. Nous ne doutons pas que vous pourrez nous livrer votre analyse des résultats de ce rendez-vous essentiel. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole, Monsieur le ministre. Et ensuite, évidemment, selon les habitudes que vous connaissez, les membres de la commission, les représentants des groupes, en 2 minutes et demie chacun, auxquels vous répondrez, j'espère, aussi dans 2 minutes et demie. Mais comme je le dis toujours, j'ai beaucoup moins d'éléments de contrainte sur vous que sur mes collègues, et j'en ai déjà très peu sur mes collègues. Donc, c'est dire le désarroi méthodologique du président. Et puis après, ceux d'entre vous, ceux des parlementaires qui auront encore des questions à poser, le feront dans un délai, dans la contrainte d'1 minute cette fois-ci, avec une réponse que nous espérons contenue dans les mêmes termes. Voilà les termes du jeu. Monsieur le ministre, à nouveau, bienvenue. Merci d'être là. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, juste, vous avez tout mentionné en termes de délai, sauf celui dans lequel vous souhaitez que je délivre mon propos liminaire. Écoutez, c'est l'effet de mon immense libéralisme culturel, bien sûr. C'est en principe, en cas d'audition, nous laissons une marge assez large. C'est entre 10 et 20 minutes. Très bien. Parce que le panel des sujets sur lesquels vous m'avez invité à m'exprimer est quand même relativement large. Bon, donc je vais faire preuve... Quand je dis entre 10 et 20 minutes, je compte plutôt sur 20 minutes, mais je ne veux pas vous empêcher d'être bref si vous voulez être laconique. Je vais essayer, Monsieur le Président, d'être le plus dans l'art de la synthèse. D'abord, vous dire le plaisir qui est le mien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, de vous retrouver. Voilà, je n'oublie pas, vous l'avez précisé, Monsieur le Président, que les fonctions ministérielles ne sont que des fonctions, on va dire, temporaires, et que, tout est forcément éphémère dans la vie. C'est le principe même de l'impermanence. Mais voilà, je n'ai pas oublié que je suis aussi député et que voilà, ce sont mes fonctions gouvernementales qui me font non siéger parmi vous pour l'instant. Alors, vous m'invitez, j'en ai merci. Vous m'invitez, Monsieur le Président, d'abord à m'exprimer sur le Conseil des ministres de l'Union européenne qui s'est tenu le 27 novembre dernier et qui était consacré au commerce. Alors, il y avait à l'ordre du jour de ce Conseil 4 points principaux. La préparation de la 13e conférence ministérielle de l'OMC qui se tiendra du 26 au 29 février prochain à Abu Dhabi. Il y avait les relations que nous entretenons, nous, Union européenne, avec les États-Unis d'Amérique. Il y avait le rapport de la Commission sur la mise en œuvre des accords de commerce. Et enfin, un point sur les accords commerciaux, notamment l'accord Nouvelle-Zélande que nous avons approuvé et les points d'étape sur les négociations que nous entretenons avec l'Australie et les pays du Mercosur. Donc je vais vous dérouler, si vous le voulez bien, ces 4 points pour vous en faire ici un rapport. En commençant par le premier, donc la 13e réunion ministérielle de l'OMC qui se tiendra donc les 26-29 février prochain à Abu Dhabi, qui a pour objectif d'essayer de relancer la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, dont vous savez que l'organe d'appel, de règlement des différends est paralysé maintenant depuis plusieurs années, notamment par nos amis américains qui n'ont pas nommé de membres dans cet organe et qui, du coup, rend impossible la délivrance d'un certain nombre de décisions, ce qui fait que les litiges qui sont portés devant l'OMC ne trouvent pas la résolution nécessaire. Et c'est pour nous un frein au multilatéralisme
que représente l'Organisation mondiale du commerce et incite du fait les États à prendre des mesures unilatérales de leur côté, ne pouvant plus contester voilà, les comportements qui ne seraient pas respectueux des règles que nous sommes fixées en commun devant l'organe de règlement des différends. Donc nous souhaitons trouver avec les Américains, je pourrais le détailler si vous le souhaitez tout à l'heure dans les questions, les voies qui permettraient de rendre à nouveau effectif cet organe de règlement des différends. Et nous souhaitons en parallèle, dans le cadre de cette réunion ministérielle, continuer à approfondir un certain nombre de sujets pour compléter les accords que nous avons passés dans le cadre de cette Organisation mondiale du commerce. Je rappelle que lors de la dernière réunion ministérielle qui a eu lieu en 2022, nous avions approuvé un accord sur l'interdiction des subventions à la pêche illégale. Et c'est donc voilà, en complément de ces accords, notamment, que nous allons essayer de travailler et dans d'autres champs pour essayer de renforcer, là encore une fois, le côté multilatéral. Deuxième sujet concerne les relations avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons un certain nombre de sujets, de préoccupations avec nos alliés et néanmoins amis américains, notamment à la suite de l'Inflation Reduction Act, où nous avons tenté, lors du dernier sommet UE-US, de trouver des accords dans le cadre notamment des contenus des batteries sur les minéraux critiques, également sur l'importation de voitures, notamment destinées à la location dans le cadre de leasing. Et puis nous avons deux grands sujets qui sont nés de contentieux, nés en 2018, notamment en ce qui concerne l'acier et l'aluminium, et également entre Airbus et Boeing. Et donc le souhait aujourd'hui des États membres de l'Union européenne, c'est que l'on puisse régler ces différends de manière définitive. Nous avons eu, notamment sur acier-aluminium en 2021, des accords qui sont des accords temporaires, qui ont permis de lever les mesures douanières prises par les États-Unis d'Amérique, et également les mesures que l'Union européenne avait elle-même adoptées en réponse aux mesures américaines et qui, du coup, avaient créé, entre 2018 et 2021, des droits de douane supplémentaires sur toute une série de produits qui, évidemment, avaient elles-mêmes un peu bloqué, en tout cas ralenti les échanges et créé un phénomène inflationniste sur un certain nombre de ces produits. Donc nous cherchons sur l'acier et l'aluminium des voies qui permettent à la fois d'agir contre les surproductions que nous avons au niveau mondial, et puis aussi de mieux répartir la question des quotas, et notamment des quotas par pays ou par type d'acier, qui étaient jusque-là envisagés. Malheureusement, au stade, à l'heure à laquelle je vous parle, nous n'avons pas encore d'accord permanent avec les États-Unis sur ce sujet. Nous recherchons toujours des voies et nous essayons de faire en sorte qu'à défaut d'accord permanent, nous puissions, à partir du 1er janvier, à minima, on va dire, proroger l'accord temporaire que nous avons sur la levée des barrières tarifaires qui avait été posé. Le troisième point concerne le rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre des accords de commerce, puisqu'il est important, évidemment, quand on met en place un accord de commerce, lorsqu'on le vote, qu'il soit effectivement mis en œuvre. C'est l'intérêt de nos entreprises, de faire en sorte que les barrières qui ont disparu dans le droit disparaissent également d'un point de vue effectif. Et donc la Commission européenne a fait rapport, notamment de la mise en place de ce qu'on appelle le Trade Enforcement Officer, c'est-à-dire une sorte de... J'aime pas le mot de procureur parce que ce n'est pas un procureur en matière de justice, mais enfin c'est un agent qui a pour but justement de faire en sorte que dossier par dossier, les mesures des accords de commerce soient effectivement mises en œuvre dans la réalité, et donc d'accompagner les entreprises et les États qui pourraient faire face à des blocages de la part d'autres États dans la mise en œuvre d'accords commerciaux. Et puis derrière, nous agissons aussi, je l'ai rappelé au Conseil des ministres de l'Union européenne, pour que ces accords de commerce profitent à nos entreprises. Nous multiplions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, également les événements avec les différentes filières pour les informer
des accords de commerce et des bénéfices dont qu'ils peuvent solliciter. Trop d'entreprises renoncent encore, souvent par ignorance de ces accords de commerce, à bénéficier en fait des exemptions ou des baisses de droits de douane et donc payent des tarifs qu'ils n'auraient pas à payer, ce qui évidemment peut nuire à leur compétitivité, d'où l'importance d'agir concrètement sur la mise en œuvre de ces accords de commerce. Je rappelle que ça fait économiser à peu près chaque année 3 milliards d'euros de droits de douane à nos entreprises en France. Enfin, le quatrième point, pour être tout aussi synthétique concernant les accords commerciaux, nous avons parlé et nous avons surtout ratifié l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. C'est un accord, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui est un accord très particulier puisqu'il est le premier d'une nouvelle génération d'accords qui vise à remettre l'humain et la planète au cœur des accords commerciaux. Pendant très longtemps, on a dit les accords commerciaux ne prennent pas assez en compte les questions environnementales ou les questions sociales. Eh bien, nous avons entendu ce message et sous présidence française de l'Union européenne, nous avons mené une révolution dans les accords de commerce en mettant en place à la fois les accords de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, comme clause essentielle sur notamment la question de l'interdiction du travail forcé ou du travail des enfants. Nous avons introduit les clauses environnementales avec les accords de Paris comme clause essentielle du traité de libre-échange. Nous avons également mis en place le règlement sur la déforestation et puis nous avons modifié ce qu'on appelle le chapitre commerce et développement durable en mettant en place un certain nombre de procédures, également de sanctions pour faire en sorte que si les normes qui étaient fixées dans les accords n'étaient pas respectées, eh bien on puisse là aussi s'opposer à l'importation d'un certain nombre de produits. Enfin, nous avons agi sur les mesures miroirs. Nous développons au niveau de l'Union européenne davantage de mesures miroirs qui font que les normes qui sont imposées à nos propres producteurs sont également imposées aux producteurs qui souhaitent exporter leurs produits dans l'Union européenne. C'est cette révolution que nous mettons en place, qui n'est pas terminée. On a encore un certain nombre de mesures miroirs à mettre en place, mais en tout cas, c'est une évidence, cet accord Nouvelle-Zélande est celui d'une nouvelle génération d'accords commerciaux prenant en compte l'humain et la planète comme une préoccupation centrale de ces 10 accords. Nous avons parlé ensuite de l'accord Australie. Alors l'accord Australie est un accord qui reprend justement l'accord Nouvelle-Zélande. Donc il est au niveau social et environnemental exactement sur les mêmes standards. Simplement, nous n'avons pas trouvé d'accord avec nos amis australiens lors de la réunion qui était organisée en marge du G7 à Osaka, puisque nous avons bloqué sur des questions industrielles et agricoles, et notamment agricoles sur la question de la viande ovine, puisque nos amis australiens nous demandaient un quota de 38 000 tonnes équivalent carcasse pour la viande ovine, ce qui représentait un peu plus de 11% du marché européen, et l'équivalent de ce que nous avions accordé dans le cadre de l'accord Nouvelle-Zélande, où c'était la concession majeure pour la Nouvelle-Zélande, et la Nouvelle-Zélande ne remplissait pas à l'époque son quota OMC sur la viande ovine, donc il était peu probable qu'elle remplisse également celui que nous lui accordions dans le cadre de l'accord de libre-échange. Il n'est donc pas péril pour la filière ovine au niveau des États membres de l'Union européenne. Il aurait été totalement différent dans le cadre de l'accord avec l'Australie. Pourquoi ? Parce que l'Australie connaît actuellement une crise de surproduction de viande ovine. Et donc ouvrir de nouveaux quotas pour l'Australie au niveau auquel les Australiens le demandaient aurait pour nous eu la conséquence concrète de voir beaucoup de viande ovine
Herzégovine rentrer de manière, on va dire, brutale sur le marché européen et aurait pu mettre en cause la pérennité de nos filières. Et donc, nous avons considéré qu'il n'était pas opportun de s'aligner sur les demandes australiennes. Les Australiens ont maintenu leurs demandes et donc malheureusement il n'a pas été possible de conclure cet accord avec l'Australie. Nous verrons dans l'avenir si les Australiens reviennent avec des propositions qui seront plus acceptables pour les États membres de l'Union européenne. En ce qui concerne le Mercosur, alors le Mercosur, nous sommes sur un sujet plus compliqué parce que, en ce qui concerne les États du Mercosur, ils ont eu du mal à accepter cette nouvelle approche de l'Union européenne. Donc, notamment sur les normes environnementales, sur les accords de Paris, sur la déforestation, les pays du Mercosur ont considéré que nos exigences environnementales étaient en réalité une sorte de protectionnisme déguisé, voire nous avons entendu dans la presse également une sorte de néo-impérialisme qui visait à imposer des normes que ces pays n'étaient pas capables de respecter. Notre analyse ici a toujours été que nous pouvions être ouverts sur l'extérieur, mais à des conditions qui permettaient également de ne pas créer de concurrence déloyale. Or, nous faisons au niveau de l'Union européenne des efforts importants pour élever nos standards, pour protéger l'environnement, pour protéger la planète. Et donc, faire en sorte que demain, il puisse y avoir des produits qui entrent dans l'Union européenne et qui ne respectent pas les standards que nous imposons à nos propres producteurs, c'est soumettre nos producteurs à une concurrence qui peut être déloyale. Et donc, le gouvernement français, et c'est d'ailleurs aussi le sens de la résolution que vous avez votée ici au sein de l'Assemblée nationale, a tenu bon et a rappelé à la Commission européenne, dans le cadre des négociations, qu'il n'était pas question pour nous de pouvoir accepter un accord qui ne respecterait pas les accords de Paris comme clause essentielle, le chapitre commerce-développement durable sur les meilleurs standards avec des capacités de contrainte sur la mise en œuvre de ces dispositions et les mesures miroirs, notamment bien sûr sur le règlement déforestation, mais également sur d'autres sujets. Alors, pour tous les pays, ça ne va pas de soi, et je pense notamment voilà, un certain nombre de pays de l'Union européenne qui voulaient aboutir coûte que coûte à un accord avec le Mercosur. J'entends évidemment les préoccupations, et je le pense notamment à nos amis allemands, dont je salue ici une délégation voilà, du Bundestag et du Bundesrat. Et je pense que l'approche de l'Allemagne doit être évidemment respectée. L'industrie allemande a besoin aujourd'hui de pouvoir ouvrir de nouveaux marchés, notamment dans le cadre de l'automobile, afin de diminuer on va dire, la dépendance qu'elle peut avoir sur certains marchés, notamment le marché chinois. Et donc, je suis tout à fait attentif à cela et je pense qu'il faudra trouver dans les prochains mois voilà, une voie qui permette de répondre à la préoccupation de l'industrie allemande, mais sans mettre en péril également des pans de l'agriculture française qui pourraient l'être si nous finalement renoncions à l'application des normes que nous nous sommes fixés en matière environnementale, de biodiversité, de déforestation pour les producteurs du Mercosur. Voilà. Donc, à l'heure à laquelle nous parlons, il n'a pas été possible de trouver un accord avec les pays du Mercosur. Il y a évidemment la position des Argentins qui ont souhaité ne pas signer cet accord. Nous verrons ce que le nouveau gouvernement du président élu Milei décidera, mais nous avons aussi la position européenne, et ce n'est pas simplement celle de la France, c'est celle également d'autres États de l'Union européenne qui ont demandé à la Commission de ne pas signer si les conditions qui étaient sollicitées n'étaient pas remplies. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui ces conditions ne sont pas remplies, et donc nous verrons ce qu'il en sera de l'avenir.
ma conviction, c'est qu'il sera compliqué avec un certain nombre de pays du Sud, pour les raisons que je viens d'évoquer, d'avoir des accords globaux, et qu'il sera probablement plus intéressant d'envisager des accords sectoriels. Voilà, là où nos intérêts l'exigent, voilà, dans un certain nombre de secteurs. Je pense notamment sur les minéraux critiques. Vous avez parlé, Monsieur le Président, de l'accord avec l'Indonésie, voilà, qui est toujours effectivement en cours de discussion pour le renouveler. C'est également le cas avec le Chili, où nous avons eu, là pour le coup, un accord ô combien important, notamment pour la fourniture de lithium nécessaire à notre propre transition énergétique. Voilà, si vous voulez, sur le conseil du 27 novembre, dire un mot du plan Oser l'export également, puisque vous m'y invitez. Nous déployons aujourd'hui ce plan avec des instruments nouveaux. Je pense notamment au volontaire territorial à l'export, qui est un peu le pendant du VIE, mais dans les entreprises françaises, pour faire en sorte que nos PME aient les moyens d'élaborer une stratégie export et de calibrer leur production pour partir à l'export. Je pense notamment à l'Académie de l'export que nous lancerons demain matin. Je pense également, donc qui était lancé d'ailleurs, c'est pas demain matin, c'est je pense aujourd'hui même d'ailleurs. C'est également le cadre des pavillons français, ainsi que des e-vitrines. Ce sont les e-vitrines d'ailleurs que nous lançons, je crois, demain matin. Et également de l'accompagnement particulier des entreprises qui bénéficient de France 2030, avec un certain nombre de boosters pour faire en sorte que toute la réindustrialisation française soit toujours calibrée pour partir également à l'export et pas simplement couvrir les besoins du marché national. Ce sont ces mesures-là, combinées évidemment aux mesures que nous prenons pour faire notre transition énergétique et donc baisser notre dépendance aux importations, ainsi que la réindustrialisation que nous menons dans le cadre de France 2030, qui devrait, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, permettre de faire baisser notre déficit commercial. La baisse, je dois être assez honnête avec vous, actuelle est quand même surtout liée au reflux des prix de l'énergie et à la remise en œuvre, en place, en fonction de nos centrales nucléaires, qui font baisser évidemment notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Mais en tout cas, nous sommes concentrés sur... C'est structurel, tout à fait. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais enfin, le combat est loin d'être gagné. Il faut donc, pour ça, maintenir notre effort, porter nos petites et moyennes entreprises à l'exportation, réduire notre dépendance énergétique en faisant la transition énergétique et réindustrialiser notre pays, parce que c'est ce qui nous permettra de moins importer et, au contraire, ce que nous fabriquerons chez nous pour notre marché, également d'avoir des surplus que nous pourrons exporter. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la stratégie du gouvernement, cela en tenant en 20 minutes 35. Je vous remercie, c'était effectivement très substantiel et vous avez tout dit et nous allons vous demander le reste. Alors, nous passons maintenant la parole au groupe pour un accord assez général en bureau, fait que le premier à intervenir sera Monsieur Lecoq, qui a une obligation importante et un peu solennelle d'ailleurs au Havre, et qui doit donc nous quitter assez vite. Et donc, Monsieur le Vice-président, c'est vous qui parlez en premier. Merci, Monsieur le Président. J'en abuse pas trop de ce privilège. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, dans l'obsession européenne libre-échangiste, où une course est menée pour faire tomber les barrières tarifaires d'un côté et pour niveler par le bas les normes européennes, la France semble comme un poisson dans l'eau, et vous l'avez encore démontré tout de suite, Monsieur le Ministre. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande est en cours. On va bientôt terminer le toilettage d'un accord avec le Mexique, et des discussions sont en train d'aboutir pour un accord avec le Chili, avec le Kenya et avec l'Inde, sans parler évidemment de l'accord avec le Mercosur, qui a du plomb dans l'aile, mais qui finira par revenir. Et sans parler non plus de la volonté exprimée en avril dernier par le président Macron et le président Xi Jinping de relancer l'accord entre l'Union européenne et la Chine. Tous ces accords de libre-échange ont un point commun: de mettre en œuvre avant tout une politique libérale visant à supprimer les droits de douane qui forment, faut-il le rappeler, la seule ressource propre de l'Union européenne. Or, entre 1988 et 2018, la contribution des droits de douane au budget de l'Union européenne est passée de 28% à 16% seulement. À cet écart,
a été comblée par les contributions des États. Ce sont bien les peuples qui paient la facture de ces accords de libre-échange. L'autre spécificité de ces accords concerne le nivellement des normes, afin que la fabrication des produits échangés soit standardisée à l'échelle mondiale. Mais alors que nous avons constaté lors du Covid que les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient précaires, pourquoi continuer comme si de rien n'était ? Pourquoi continuer à négocier ce genre d'accord qui ne va pourtant pas dans le sens de la réalisation des objectifs du développement durable comme la protection de l'environnement, ainsi que notre souveraineté alimentaire, voire sanitaire ? Alors, pour faire avaler la pilule de ces accords, vous mettez désormais en avant les clauses miroirs, c'est-à-dire les clauses censées interdire les productions d'importation qui ne respectent pas les normes les plus élevées des deux parties à l'accord. Si les clauses sont ainsi protectrices, aussi protectrices que vous le dites, et ce sera ma dernière question, pouvez-vous nous garantir ici que ces clauses figureront systématiquement dans les accords en négociation que la France soutiendra ? La marine havraise qui vous a livré quelques coups de canon, qui étaient des coups de saumon, c'est pas du tout des coups. Je peux y répondre directement ? Oui, bien sûr, vous répondez. Vous avez, en principe, en 2 minutes et demie, mais pas de souci. Non, je vais le faire. Si je vais vous le faire. dépassez, Voilà. Nous Alors, Monsieur Lecoq, boirons vos paroles. vous savez. Ah, mais vous m'avez écouté, voilà, et je vous en remercie. Mais c'est pas parce que vous m'avez écouté que je vous ai écouté religieusement que nous serons d'accord. Vous êtes voilà. compris, comme dirait le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, vous défendez une vision protectionniste. Et nous pensons que le protectionnisme que vous défendez, il crée en réalité 2 choses. D'un côté, à l'importation, il crée de l'inflation, puisqu'on met des barrières. Ces barrières tarifaires, elles rendent les produits plus chers pour nos concitoyens. Et donc, concrètement, c'est une baisse de pouvoir d'achat pour les concitoyens. Et vous savez très bien que si vous construisez des murailles tout autour du pays, les murailles que vous construisez pour empêcher les produits des autres d'entrer, ces mêmes murailles empêchent nos produits de sortir. Et donc, ça veut dire que toutes nos entreprises qui exportent, et il y en a 150 000 en France, demain, n'exporteront plus. Et donc, ce sont des suppressions d'emplois, y compris sur votre territoire, y compris d'ailleurs pour les dockers du port du Havre, qui vivent en grande partie de ces importations et de ces exportations. Tout ça, demain, s'effondre. Et donc, c'est du chômage. Deuxièmement, nous faisons des relocalisations d'industries stratégiques pour justement ne pas être dans la dépendance que nous avons vécu au niveau du Covid. C'est tout le cadre du plan France 2030. Dans le cadre de l'agriculture, justement, monsieur le député, nous prenons en compte les préoccupations de nos agriculteurs. Si nous n'avons pas signé avec l'Australie, c'est bien pour défendre l'agriculture. Si nous n'avons pas signé avec le Mercosur à n'importe quelle condition, c'est bien pour défendre nos agriculteurs et nos filières. Donc oui, nous le faisons et nous le faisons. Nous n'hésitons pas non plus à dire non lorsque c'est nécessaire. L'environnement, oui, l'environnement est pris en compte. Les accords, notamment sur la Nouvelle-Zélande, cette nouvelle génération d'accords, c'est des accords qui remettent la planète au cœur des accords, avec les accords de Paris, avec la lutte contre la déforestation, avec le respect de la biodiversité, avec le respect du bien-être animal, de l'interdiction des hormones, etc., etc. Donc oui, c'est pris en compte. Et enfin, sur les mesures miroirs, vous me posez la question. Les mesures miroirs, oui, par définition, les mesures miroirs, elles s'appliquent à l'ensemble des accords, mais c'est mieux encore parce qu'elles s'appliquent également à tous les pays avec lesquels nous n'avons pas d'accords commerciaux, et elles protègent justement l'ensemble de nos producteurs contre des importations, y compris de pays avec lesquels on n'aurait pas d'accord, pour le respect de nos normes. En 2 minutes 33. Ah oui, formidable. Ça, alors là, le président est absolument ravi. Et le président Lecoq aussi d'avoir eu une réponse aussi complète. Pour Renaissance, maintenant, c'est monsieur le député de Marseille, monsieur Parakian, qui va s'exprimer. Merci, monsieur le président. Collègue, c'est à vous. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre du Commerce extérieur. Mes chers collègues, vous l'avez dit, le Conseil des affaires étrangères du 27 novembre dernier vous a permis de préparer la 13e conférence ministérielle de l'OMC et d'aborder le calendrier pour l'adoption et la signature de l'accord sur le commerce avec le Chili, les relations bilatérales avec les États-Unis ou encore d'évoquer l'accord avec le Mercosur. Notre groupe souhaite saluer ici les efforts du gouvernement pour défendre la position française, que je pourrais résumer ainsi: les accords de libre-échange sont importants, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Celles-ci sont simples: respect des accords de Paris, lutte contre la déforestation, prise en compte des normes sociales et sanitaires de l'Union européenne et instauration de mécanismes de sanctions.
Monsieur le ministre, vous avez défendu avec force l'ambition française dans les négociations autour de l'accord de l'Union européenne avec la Nouvelle-Zélande et celui avec le Chili, réussissant à instaurer des accords dits de nouvelle génération. Vous continuez à la défendre dans le cadre des négociations autour de l'accord avec le Mercosur. Notre groupe est profondément convaincu de l'importance d'adopter une politique commerciale résiliente et ouverte. Entrepreneur dans une autre vie, pas si lointaine, je suis particulièrement sensible à l'accompagnement des acteurs économiques français à l'étranger. La présence de filiales d'entreprises françaises participe au rayonnement de notre pays à travers le monde. La France compte près de 150 000 entreprises exportatrices actuellement, en nette progression sur les dernières années. Cette présence économique française à l'international permet de faire reculer notre déficit commercial. Avec la Coupe du monde de rugby qui s'achève et les Jeux olympiques qui approchent, c'est le moment de vanter l'attractivité de la France. Les entreprises françaises sont attendues. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, le président de la République a reçu à l'Élysée, dans le cadre du programme Étincelle, une centaine d'entrepreneurs exportateurs. L'un d'entre eux, c'était la PDG de l'entreprise aixoise Aramine, Madame Geneviève Melconian, a prononcé des mots touchants. Avant, en France, les chefs d'entreprise n'étaient pas aimés. Aujourd'hui, les Français aiment les chefs d'entreprise. C'est grâce à vous, Monsieur le Président, et à votre politique volontariste. Oui, la France est un pays d'audace. À cet égard, Monsieur le Ministre, la progression du commerce extérieur constatée sur le premier semestre 2023 se poursuit-elle? Et enfin, quelles sont les mesures mises en place pour continuer à soutenir nos PME dans leur développement à l'international et favoriser leur accès au marché étranger? Je vous remercie. C'est parfait. Vous voyez, vous auriez été encore plus parfait si vous aviez posé vos questions 15 secondes plus tôt. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député Parakian. D'abord, merci de souligner cette nouvelle approche qui est prônée par la France et qui a été impulsée par la France sous présidence française de l'Union européenne, qui est désormais celle avec laquelle nous négocions les accords de libre-échange pour faire en sorte que la planète et l'humain soient mis au cœur de ces accords. Vous avez parlé aussi de l'attractivité de la France. Je vous remercie de souligner effectivement que la France est désormais depuis 4 années la première terre d'accueil des investissements étrangers en Europe. Nous sommes le pays le plus attractif. Nous accueillons plus de 1550 projets, ce qui crée plusieurs dizaines de milliers d'emplois chaque année. Et c'est une très bonne nouvelle pour notre pays. Et ce d'autant que ces emplois, ces projets industriels, pour la plupart, se situent pour moitié dans les territoires ruraux et périurbains, c'est-à-dire les territoires qui n'ont pas nécessairement profité autant de la mondialisation au cours des 30 années, donc les 30 dernières années. Donc ça veut dire que ces investissements-là, dans l'accueil de nouvelles industries, de nouvelles usines, eh bien, elles referment aussi un certain nombre de fractures territoriales qui s'étaient faites jour ces dernières années dans notre pays. Vous avez souligné aussi que la France est attendue, que les entreprises françaises sont attendues dans le monde. C'est vrai. Et je voudrais souligner qu'elles le sont particulièrement en Afrique, parce qu'il y a une petite musique qui court parfois, disant que la France serait en déclin en Afrique, que les entreprises françaises seraient chassées d'Afrique. Rien n'est moins faux. Voilà, il n'y a absolument pas de déclin dans la... Rien n'est moins vrai. Voilà, rien n'est moins vrai. Monsieur le Président, rien n'est moins vrai. Nous avons, en fait, quand on regarde les chiffres, il y a aujourd'hui 2 fois plus d'entreprises françaises qu'il y en avait en 10 ans. Il y a 10 ans, en Afrique. Il y a 3 fois plus d'investissements français en Afrique qu'il y a 10 ans. Enfin, sur les mesures pour les PME, c'est le plan Oser l'export que je viens de mentionner, avec notamment le VTE. Et en ce qui concerne le commerce extérieur, oui, pour l'instant, la tendance de réduction du déficit est durable et nous espérons qu'elle va se prolonger. Et en tout cas, toutes les mesures que nous prenons sont là pour que ça arrive. Merci. Je suis désolé, monsieur, j'étais un peu dur avec vous. Alors, monsieur Saunier m'a évidemment tiré les oreilles en me disant on était dans les temps, donc j'aurais pu m'épargner cette remarque qui était essentiellement une fonction pédagogique pour les autres. Bon, maintenant c'est pour la France insoumise. Non.
Pardon, pour le Rassemblement national, monsieur le député de l'Isère, excusez-moi, monsieur Joly. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors la dernière réunion du Conseil des Affaires étrangères a été l'occasion de nombreux débats, à commencer par ceux autour des nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et avec la Nouvelle-Zélande. Et donc avant que vous commenciez à nous ressortir les éléments de langage habituels sur les méfaits du contrôle des frontières et d'une économie protégée de la concurrence sauvage, je rappelle tout de même que l'ensemble des pays de la planète protègent leur économie, à commencer par les États-Unis. Alors, ces accords de libre-échange s'inscrivent dans le cadre de la stratégie économique globale de l'Union européenne, qui vise donc à établir des partenariats avec le plus grand nombre possible de pays, avec toujours cette idée derrière la tête d'une société européenne sans régulation et ouverte aux quatre vents de la mondialisation. Alors, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'avant de se féliciter de la multiplication des accords de libre-échange, il ne faudrait pas renforcer la compétitivité des industries françaises et européennes et protéger notre économie? Parce qu'il va bien falloir à un moment donné comprendre que libre-échange ou pas, si nous suivons le cap qui est fixé par votre gouvernement et par la Commission européenne avec laquelle vous êtes tout à fait sur la même ligne, eh bien nous n'aurons bientôt plus rien à échanger. Notre économie est dépassée par nos concurrents extra-européens, notamment du fait de la crise énergétique dont votre gouvernement est directement responsable à cause de vos errements sur le nucléaire et de votre politique contre-productive de sanctions énergétiques non ciblées et dont je rappelle ici l'incohérence. Parce qu'en effet, l'UE n'achète plus d'hydrocarbures en Russie à cause de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais ça n'empêche pas l'Union européenne de se fournir en gaz auprès de l'Azerbaïdjan, qui massacre pourtant les Arméniens. Alors, il est grand temps, je pense, monsieur le ministre, que vous et votre gouvernement revoyiez votre copie et que vous mettiez la protection de notre économie et de la défense de nos intérêts au cœur de votre politique, parce que ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Cette rude canonnade, monsieur le ministre, vous y répondez. Monsieur le député Joly, d'abord, votre intervention comporte en fait des inexactitudes importantes. Vous trompez les Français lorsque vous dites qu'on ne produit plus chez nous. Nous avons les premières entreprises mondiales chez nous dans de très nombreux secteurs. C'est le cas notamment dans l'aéronautique, c'est le cas dans les vins et spiritueux, c'est le cas dans la mode, dans les cosmétiques, dans la pharmacie. C'est vrai également dans le domaine de l'environnement, avec des entreprises comme Veolia, leader mondial de l'environnement. Et nous pouvons être fiers de nos grandes entreprises. Je pourrais multiplier, vous parlez de l'électricité nucléaire, je vous signale que EDF est le deuxième énergéticien mondial. Le deuxième énergéticien mondial. Oui, nous pouvons être fiers d'EDF. Tout ce que nous faisons depuis 6 ans, toutes les réformes qui ont été mises en place par cette majorité, par les gouvernements du président de la République, on visait quoi? On visait à réindustrialiser notre pays. Nous avons inversé un mouvement qui était vieux de 30 ans, qui faisait que justement, pendant 30 ans, on a désindustrialisé notre pays. Depuis quelques années, désormais, nous avons plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Plus de 300 usines qui ont été implantées en France. Oui, nous reproduisons ici en France. Est-ce que les accords de libre-échange font que nous ne protégeons pas notre économie? Non, nous protégeons notre économie. Et nous avons des instruments pour protéger notre économie. Les instruments anti-coercition, les instruments anti-subvention. Il ne nous a pas échappé que la Commission européenne a lancé une investigation sur les subventions chinoises, notamment sur les véhicules électriques. Donc oui, nous protégeons notre économie et nous savons le faire quand il le faut. Je viens de le dire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas signé l'accord sur le Mercosur. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas signé l'accord sur l'Australie, parce que nous pensons que ces accords n'étaient pas équilibrés, notamment sur la protection de l'environnement et de nos filières agricoles. Nous avons signé l'accord avec le Chili. Pourquoi, monsieur Joly? Nous avons signé l'accord avec le Chili parce que ça ne sert à rien de réindustrialiser le pays pour dire on va faire des voitures électriques chez nous et de construire des gigafactories de batteries, sauf si vous êtes évidemment contre les gigafactories de batteries. Mais pour avoir des batteries, il faut avoir du lithium, il faut avoir un certain nombre de terres rares. Si on n'a pas des accords privilégiés avec les pays qui les fournissent, nous dépendrons de qui? Exclusivement de la Chine? C'est ce que propose le Rassemblement national? C'est ça votre politique? En réalité, votre politique, c'est quoi? Votre politique, c'est de faire croire aux Français qu'on peut construire des murailles partout autour du pays. C'est détruire l'Union européenne de l'intérieur parce que vous voulez restaurer des frontières qui empêcheront les produits français d'aller vers d'autres pays de l'Union européenne. En réalité, la politique du Rassemblement national, elle est claire. Votre protectionnisme
C'est un, plus d'inflation pour les Français, donc c'est baisser leur pouvoir d'achat, et c'est deux, détruire les industries qui sont encore en France, empêcher celles qui voudraient revenir de revenir, parce que toutes les mesures que vous proposez, elles ont un seul effet, c'est effectivement de baisser la compétitivité de la France. Merci, merci. Ouais, une réponse solidement argumentée. Madame Oziol, pour la France insoumise, c'est votre tour, Madame la députée de l'Hérault. Tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, jeudi 30 novembre dernier, il y a une semaine, mon groupe aurait dû défendre une proposition de résolution visant à s'opposer à la ratification de l'accord de libre-échange et d'association entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande et à soumettre sa ratification au Parlement français. Mais 3 jours avant, le 27 novembre, le Conseil de l'Union européenne l'a ratifié en catimini, sans consultation des parlements nationaux. Pourtant, un traité qui augmente de 30% sur l'espace de 10 ans les échanges bilatéraux, le commerce bilatéral entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande mériterait au minimum un débat, une discussion, un vote à l'Assemblée nationale, au Sénat. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Un traité de libre-échange, même avec du greenwashing, reste un traité de libre-échange. Ici, on parle d'échanges sur 19 000 kilomètres. Si bien que même l'étude d'impact réalisée par la Commission européenne indique qu'il y aura une incidence sur le changement climatique, mentionne exactement qu'il y aura une augmentation de 47% des émissions de gaz à effet de serre, principalement en raison de l'augmentation des exportations de machines, de voitures, de produits chimiques. C'est un accord qui est néfaste pour l'agriculture européenne et française. C'est un nouveau coup porté aux agriculteurs et aux agricultrices de ce pays. L'accord prévoit une augmentation de l'exportation de viande et de lait vers l'Europe, par exemple, alors que les coûts de production en Nouvelle-Zélande sont plus faibles qu'en Europe. Donc c'est de la concurrence déloyale. Vous mentionnez le fait qu'il y aurait de l'inflation si on appliquait ce que nous demandons à la France insoumise. Sur ce point de l'inflation, il ne vous aura peut-être pas échappé que dans notre niche parlementaire, nous avons proposé une proposition de loi qui encadre les marges exorbitantes que réalisent les industries de l'agroalimentaire et de la grande distribution avec des prix planchers pour les agriculteurs et les agricultrices. Vous l'avez rejeté. Donc, ce n'est pas vrai que nous n'envisageons pas cet aspect-là, mais par contre, c'est vrai que des coûts réguliers sont portés à l'agriculture française. C'est un accord qui autorise la viande empoisonnée en France. Il autorise le contournement des normes sanitaires européennes. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, il y a de l'atrazine dans la viande. L'atrazine, c'est un herbicide toxique, polluant. Cet herbicide est interdit dans la plupart des pays de l'Union européenne. Mais désormais, les Françaises, les Français pourront avoir de la viande qui vient de Nouvelle-Zélande et qui contient de l'atrazine. Et puis, je reviens sur l'enjeu démocratique qu'il y a à faire voter cet accord et tous les accords de libre-échange par le Parlement français. Vous contournez le Parlement parce que vous savez que vous n'avez pas de légitimité pour conclure ces traités de libre-échange. Il n'y a pas moins d'une 50aine d'associations, de syndicats, de collectifs, je finis là-dessus, en France, en Europe et en Nouvelle-Zélande, qui s'opposent à ces accords de libre-échange et à tous ceux qui sont venus dans le paquet que vous avez négocié. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la députée Oziol, plusieurs choses. D'abord, vous contestez la légitimité démocratique des institutions européennes pour conclure des accords de libre-échange. Je vous rappelle que c'est une compétence de l'Union européenne qui a été votée par référendum, notamment approuvée par la France en 1992 à Maastricht. Ça n'a pas été voté sans légitimité démocratique, puisque ce n'est pas simplement approuvé par le Conseil, c'est voté également par le Parlement européen, qui est le... Mais Madame la députée, il me semble que je vous ai écouté sans vous interrompre, quand bien même je n'étais pas d'accord avec un certain nombre de choses que vous disiez. Donc, permettez-moi au moins de m'exprimer et de vous répondre. Merci, monsieur le Président. Bon, donc, l'Union européenne est dans ses compétences et il y a la légitimité démocratique des élus qui sont élus au suffrage universel direct au Parlement européen pour ratifier de tels accords à partir du moment où ils sont dans la compétence exclusive de l'Union européenne. Lorsqu'on est dans une compétition,
une compétence mixte. Ensuite, ça revient, pour la partie qui est politique ou investissement, au niveau des parlements nationaux. Ce n'est pas le cas de la Nouvelle-Zélande. Deuxièmement, Madame la députée, vous dites que la Nouvelle-Zélande, c'est loin, donc il ne faut pas faire de commerce avec la Nouvelle-Zélande. Mais si, parce que c'est votre raisonnement. Madame la députée, votre smartphone, il vient d'où? Non, mais il vient d'où? Il vient. Donc ça veut dire. Non, mais ça veut dire que dans votre logique, tout ce qui vient de loin, on ne devrait pas le prendre. Bon, ça veut dire concrètement que là encore, vous privez les Français d'un certain nombre de biens auxquels ils n'auront plus accès avec votre politique. C'est ça la réalité. Au niveau de l'environnement, vous parlez de viande empoisonnée. C'est complètement faux, si vous voulez. Les viandes qui rentrent dans l'Union européenne respectent évidemment les normes sanitaires qui sont imposées pour la commercialisation des produits dans l'Union européenne. Donc je ne peux pas vous laisser dire de telles choses. Enfin, vous nous dites que la France insoumise a toutes les réponses et que votre politique, en gros, c'est de dire on continuera peut-être à importer certains produits, mais de toute façon, on mettra un plancher sur les prix. C'est bien ça, c'est ce que vous dites. Voilà. En gros, on va bloquer les prix, on va administrer les prix. Mais Madame la députée, n'importe quelle Française et Français qui vous écoute aujourd'hui et qui va par exemple à la boulangerie, d'accord, dans une période inflationniste, si on bloque les prix à la boulangerie et qu'on augmente en parallèle les salaires comme vous le... Quand on augmente les salaires en parallèle comme vous le dites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine suivante, la boulangerie, elle est fermée. Il n'y a plus de pain. Voilà. Et ça, évidemment, vous ne le dites. Mais non, mais vous ne le dites pas aux Françaises. Vous ne le dites pas aux Françaises et aux Français. Si vous voulez, c'est comme le excusez-moi, mais c'est comme le Rassemblement national. Votre politique protectionnisme et de blocage des prix, etc. Elle a une conséquence. Madame Oziol. C'est de ruiner l'économie française. C'est de ruiner l'économie française et de faire payer l'addition à la fin par le consommateur. Voilà. Je suis désolé, madame, mais vous parlez, le ministre répond, c'est pas un chœur à deux voix simultanées. C'est pas grave. Si vous voulez dire un mot, je veux bien vous autoriser à le dire, mais je préfère quand même continuer le déroulé prévu. Et le déroulé prévu tombe sur le groupe démocrate MoDem et indépendant en la personne de monsieur le député du Haut-Rhin, monsieur Fuchs. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe démocrate, Monsieur le Ministre, soyez remercié de venir devant la Commission nous restituer l'état d'avancement des travaux préparatoires de la 13e conférence ministérielle de l'OMC et également, bien sûr, répondre aux questions et développer la stratégie française en matière de commerce extérieur. Je tenais aussi de façon préliminaire à vous exprimer la satisfaction de notre groupe quant à la position exigeante et ferme de la France, que vous avez eu l'occasion d'affirmer et de réaffirmer ici devant la Commission, s'agissant notamment de la défense d'intérêts commerciaux respectueux de l'environnement et des protections des travailleurs au sein de l'Union européenne. Je pense à l'accord à la Nouvelle-Zélande dont vous avez parlé, l'Australie également, que pour l'instant vous ne souhaitez pas ratifier, et la parole du président Macron qui s'oppose à l'accord sur le Mercosur et l'Union européenne dernièrement est également un autre exemple fort dénonçant le manque de considération à l'égard de la biodiversité, du réchauffement climatique et de la protection des travailleurs. S'agissant des travaux sur le commerce électronique, je veux saluer l'initiative prise cet été par les secrétariats de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces deux organisations ont lancé conjointement un appel à contribution pour les articles de recherche sur les aspects réglementaires du commerce numérique et les dynamiques de développement inclusif et durable, notamment en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés de l'espace francophone. J'en profite donc pour aborder les questions de nos échanges commerciaux avec nos partenaires francophones. Le rapport que j'ai rendu avec ma collègue Michel Tabarot fait apparaître que nos échanges avec les 15 pays de la zone franc ne représentent plus actuellement que 0,6% du commerce extérieur de la France. Il a représenté jusqu'à 4% il y a encore peu de temps. L'agence COFAS estimait en 2018 que les exportations françaises à destination des pays francophones étaient inférieures à 26% de leur potentiel. Monsieur le ministre, le PIB
réalisés par les pays de l'espace francophone représentent à eux seuls 16% du pays mondial et 20% des échanges de marchandises. La France, donc, sous-performe, en tout cas en matière de chiffres, si on se compare aux chiffres, dans son espace naturel. Alors, quelle est la raison de cette influence inférieure à ce que les chiffres suggéreraient, et quelle stratégie avons-nous vis-à-vis d'un espace qui est naturellement favorable à l'échange commercial? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Fuchs. Alors, vous m'interrogez sur les raisons pour lesquelles nous serions moins performants aujourd'hui dans l'espace francophone que dans le reste du monde. Mon sentiment, je vous livre mon sentiment personnel après avoir visité un certain nombre de ces pays, c'est que trop souvent, nous avons considéré nos situations comme des situations acquises. Parce que justement, c'était des pays dans lesquels nous étions historiquement installés, etc. En réalité, nous parlions tout à l'heure, Monsieur le Président, d'impermanence. Il n'y a jamais de situation acquise. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps dans la vie. Et c'en est également de même pour le commerce. Et donc, aujourd'hui, dans les espaces francophones dans lesquels nous étions historiquement très forts, eh bien, nous sommes en compétition avec des acteurs qui sont parfois de nouveaux acteurs, qui sont rentrés récemment sur les marchés. Bien sûr, la Turquie, d'autres pays de l'ASEAN, la Chine, évidemment, bien sûr, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, qui partent aussi à la conquête de ces marchés. Et donc, nous devons renforcer aujourd'hui nos positions dans ces mêmes pays. Et nous avons mis en place notamment un outil avec le MEDEF pour le faire, qui s'appelle la Réunion des entrepreneurs francophones, la REF, qui organise, on va dire, de manière assez régulière des réunions. J'étais à celle d'Abidjan en 2022. Je n'ai pas pu me rendre à celle de Québec cette année, mais je sais que l'année prochaine, il y en aura une à La Réunion pour tout le domaine justement de l'océan Indien, qui est aujourd'hui l'une des régions les plus dynamiques du monde. Donc oui, nous devons davantage accompagner nos entrepreneurs, et c'est aussi l'un des points que je souhaite développer dans le cadre du plan export, l'accompagnement de nos entrepreneurs avec des boosters, etc. Et je pense que les pays francophones sont évidemment, pour des primo-exportateurs, les pays les plus simple à aborder, au moins au niveau de la langue. Ensuite, il y a certains pays où la réalité locale fait qu'il y a plus de complexité que dans des pays non francophones, par exemple de l'Union européenne. Mais oui, vous avez parfaitement raison, nous devons aujourd'hui davantage développer ces relations. Quand je regarde les chiffres, voilà, pour un pays comme la France, les pays francophones représentaient effectivement 15 à 16% des importations en 2020, 41% des investissements étrangers reçus sur notre territoire et 23% de nos investissements directs à l'étranger. Donc ce sont des performances qui sont honorables, mais qui sont, vous l'avez dit, en recul. Nous pouvons mieux faire et nous allons mieux faire. Merci infiniment. Je crois que la dernière intervenante au titre des groupes, c'est Madame Cochert qui va s'exprimer. Madame Cochert est députée du Bas-Rhin et va s'exprimer au nom du groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dans la droite lignée du Pacte vert pour l'Europe, de la nécessité de renforcer l'autonomie stratégique de notre continent, et afin de pouvoir répondre à l'Inflation Reduction Act américain, la Commission européenne a présenté en début d'année un plan industriel du Pacte vert. Ce plan inclut une législation européenne sur les matières premières critiques. Cette proposition de législation est bienvenue. Notre continent est encore très dépendant, et vous l'avez rappelé, des puissances étrangères pour les terres rares, métaux et minéraux essentiels, au développement des technologies vertes. Les origines de ces matériaux sont aussi assez peu diversifiées. À titre d'exemple, 63% du cobalt mondial utilisé dans les batteries est extrait en République démocratique du Congo. 97% de l'approvisionnement de l'Union européenne en magnésium provient de Chine. 100% des terres rares utilisées pour les aimants permanents sont raffinées en Chine. 98% de l'approvisionnement de l'Union européenne en borate est assuré par la Turquie. La législation prévoit, pour pallier à ce problème, que l'extraction sur le continent doit permettre de produire 10% des besoins annuels de l'Union européenne.
la transformation 40% et le recyclage 15%. Pas plus de 65% des besoins annuels de l'UE de chaque matière première stratégique à tout stade de transformation pertinent ne devraient provenir d'un même pays hors Union européenne. Mais au-delà de la capacité de l'Union européenne à subvenir à ses besoins en matières premières critiques, je voudrais aussi vous interroger sur leur potentiel à l'export. A-t-on déjà une idée précise de l'impact du développement de nos capacités d'extraction sur la balance commerciale de la France ou de l'Europe vis-à-vis de ses principaux fournisseurs ? Et aussi, alors que de plus en plus de projets se concrétisent en France pour permettre d'extraire et de transformer le lithium nécessaire aux batteries, comme dans l'Allier ou en Alsace via la géothermie, peut-on envisager un développement de cette filière à l'export au-delà des frontières européennes ? Je vous remercie par avance. Monsieur le ministre, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le Président, Madame la députée Kochert. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Nous avons aujourd'hui en Europe un degré de dépendance aux minéraux critiques qui peut représenter un handicap dans le cadre de notre propre stratégie de transition énergétique. Et donc, nous devons réduire ce degré de dépendance. Réduire ce degré de dépendance, ça passe en fait par deux niveaux. D'abord, ça passe par l'extraction sur notre propre sol européen des matières qui s'y trouvent. Nous l'avons fait dans le passé pour nourrir nos révolutions industrielles, lorsque nous avions un certain nombre de ces matières, je pense au charbon, voilà, que nous avons aujourd'hui renoncé à utiliser dans le cadre des efforts que nous faisons pour la planète. Nous le faisons pour d'autres matières premières, mais nous devons aujourd'hui le faire notamment pour les minéraux critiques, je pense particulièrement au lithium. Donc oui, nous devons développer les mines de lithium, les extractions de lithium sur notre territoire. Elles ne suffiront malheureusement pas, probablement, à nourrir l'ensemble des besoins pour notre transition énergétique. Et donc nous devons en parallèle faire en sorte que dans nos accords de libre-échange, et qui sont stratégiques pour ça, voilà, parce que si nous n'arrivons pas à avoir les matériaux au meilleur prix, si nous mettons nous-mêmes des barrières, c'est dommage, nos amis du Front National, du Rassemblement National, pardon, et de la France Insoumise, qui sont pour mettre des barrières partout, sont partis. Mais enfin, il faut quand même être réaliste. Voilà, il faut être réaliste. Si nous n'avons pas ce type d'accord, nous n'aurons pas les matières dont nous avons besoin. Et donc, il faut développer ces accords pour avoir accès à ces matières. Et nous avons et c'est une chance pour nous, des acteurs importants au niveau français. Je pense notamment à l'extraction avec Eramet, avec Imerys, avec Géolith. Je pense également dans le cadre du traitement à des entreprises comme Viridian ou Carester, ou encore dans la transformation de ces minéraux. Donc nous avons des entreprises, nous avons des industries, elles sont présentes. L'objectif, c'est qu'elles soient évidemment en France, mais aussi à l'international, là où on peut extraire ces minéraux, pour diversifier les sources d'approvisionnement et être certain que nous aurons demain les minéraux nécessaires pour nourrir nos propres industries de batteries notamment, mais pas seulement, pour la transition énergétique qui nous permettra d'œuvrer encore davantage pour la planète. Je suis, en ce qui me concerne, très confiant sur les capacités de la France et des États européens à le faire parce que nous avons la base industrielle nécessaire pour le réaliser. Merci. Merci infiniment. Maintenant, nous avons fini la représentation des groupes et j'ai, à titre individuel, mais c'est quelqu'un qui a un titre particulier à s'exprimer, qui est venu devant notre commission dont elle ne fait pas partie, c'est Madame Métayer. Et Madame Métayer fait un rapport, si j'ai bien compris, sur les accords commerciaux. Et donc, vous êtes absolument dans le cœur de la cible. Donc, je vous donne bien volontiers la parole. En principe, c'est 1 minute pour... mais là, évidemment, compte tenu du fait d'abord que vous avez une position monopole, puisque vous êtes la seule intervenante à titre particulier, et au titre de ce rapport, je vous laisserai volontiers parler, comme les autres représentants des groupes, 2 à 3 minutes. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre accueil en Commission des Affaires étrangères.
Monsieur le ministre, merci pour votre exposé sur la politique commerciale européenne et le rôle de la France dans la définition de règles strictes, notamment environnementales, mais aussi pour protéger nos agriculteurs dans ces accords commerciaux. Rapporteur d'une mission d'information sur le bilan des accords de libre-échange de l'Union européenne que j'ai présenté fin octobre, j'ai pu constater l'évolution positive de cet accord, en particulier ceux dits de nouvelle génération, comme celui signé avec la Nouvelle-Zélande en juillet dernier. La France a fermement défendu ces filières sensibles tout au long des négociations. Je pense à nos agriculteurs et également à la santé des consommateurs. Comme ça a été précisé dans vos propos liminaires, pour la première fois, un accord commercial de l'Union européenne permettra de rendre l'accord de Paris et les conventions de l'Organisation internationale du travail véritablement contraignants. Aussi, je suis très intéressée par ce que vous avez évoqué concernant l'Australie. Et pouvez-vous nous en dire davantage sur le potentiel accord commercial avec l'Australie et nous dire pourquoi la France est opposée à celui-ci, au contraire de celui récemment signé avec la Nouvelle-Zélande que je viens d'évoquer? Je vous remercie. Trop de vin en Australie, c'est ça? Bien. C'est la guerre du gigot. Mais merci, monsieur le président. Madame la députée Métayer, d'abord, je voudrais vous remercier pour le travail que vous avez réalisé dans le cadre de votre rapport, ainsi pour que les préconisations, les propositions que vous faites et que nous étudierons bien sûr de manière extrêmement attentive, que nous n'hésiterons pas non plus à relayer au niveau européen, puisque c'est bien l'Union européenne qui a cette compétence aujourd'hui de la politique commerciale. Vous m'interrogez sur l'Australie en disant quels sont les motifs qui aujourd'hui n'ont pas permis de signer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Bon. En réalité, il y a une multitude de facteurs, notamment industriels. Il y a eu notamment la question des minéraux critiques, une question de double tarification à la fois à l'intérieur et à l'export, qui était évidemment un sujet de préoccupation pour les Européens. Il y a la question de taxes que les Australiens souhaitaient maintenir sur un certain nombre d'automobiles dans le cadre justement de la relation industrielle. Et il y avait pour la France la problématique notamment des exportations australiennes de viande ovine. Les Australiens demandaient un quota supplémentaire au quota de l'OMC de 38 000 tonnes équivalent carcasse par an. C'est-à-dire la concession que nous avions accordée à la Nouvelle-Zélande, et c'était le point, parce que les Néo-Zélandais, on l'a dit tout à l'heure, sont de grands producteurs de viande ovine, c'était le point le plus important pour les Néo-Zélandais. Et ils demandaient, nos amis australiens, également les mêmes quotas de bœuf que les Canadiens dans le cadre du CETA, alors même que le bœuf était la principale concession qui avait été faite aux Canadiens dans le cadre du CETA. Bon. Ceci n'était pas acceptable pour la France, parce que nous aurions, dans ces cas-là, ouvert nos marchés sur des quotas qui auraient mis en difficulté nos propres filières. Je veux revenir un instant, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, sur à la fois le CETA et la Nouvelle-Zélande en matière de viande. En matière de viande bovine, le CETA... rappelez-vous, à l'époque, on nous avait dit on va être envahi de viande bovine canadienne. Ce n'est pas le cas. Ça fait 5 ans que le CETA est en œuvre, bientôt 6 ans. Nous exportons 3 fois plus de viande française en Canada que nous importons de viande canadienne en France. Donc notre filière bovine n'a pas été mise en péril. En ce qui concerne la viande ovine de Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, pour être extrêmement précis, n'applique aujourd'hui que 68% de son quota de viande ovine auquel elle a le droit dans l'Union européenne dans le cadre des accords OMC. Et donc les 38 000 tonnes que nous lui avons accordées auraient été, selon toute vraisemblance, ne seront pas consommées. C'est-à-dire que comme on n'est déjà pas au maximum du quota OMC, on n'aura pas 38 000 tonnes de viande ovine néo-zélandaise qui arriveront en Europe. Pour l'Australie, il en aurait été totalement différent. Pourquoi ? Parce que l'Australie connaît aujourd'hui
une période de surproduction dans la zone, dans la viande ovine. Bon. Et donc, ils sont déjà quasiment au maximum de leur quota OMC. Et donc, si nous avions ouvert 38 000 tonnes supplémentaires, ces 38 000 tonnes seraient arrivées dans l'Union européenne et auraient remis, là, pour le coup, en question la pérennité de notre offre filière. Et la politique du gouvernement est extrêmement claire. Et c'est le message que moi je porte partout dans les conseils des ministres de l'Union européenne auprès de nos partenaires. Nous ne devons pas, à travers notre ouverture au marché extérieur, remettre en question notre propre souveraineté alimentaire. C'est fondamental, parce que nous pouvons demain être confrontés à de nouvelles crises, comme nous l'avons eu au niveau du Covid, et donc nous ne pouvons pas dépendre demain d'importations alimentaires pour nourrir notre population. Voilà. Que l'on ait des échanges et que l'on ait des importations de fruits exotiques, de bananes, etc., même si certaines viennent de nos territoires ultramarins, c'est une chose. Mais nous devons, en matière de viande, de légumes, etc., de fruits de base, etc., être capables de répondre à nos propres besoins. Voilà. Et donc, il n'était pas possible de donner aux Australiens, et je l'ai dit les yeux dans les yeux au ministre australien Don Farrell à Osaka en marge du G7, dans les négociations que nous avons eues, il n'était pas possible pour la France d'accéder à de telles demandes, ce qui prouve bien que lorsque l'on est dans des situations qui remettent en cause nos intérêts stratégiques, nous savons et nous pouvons nous opposer à la conclusion d'accords commerciaux. Monsieur le ministre, vous avez tout à fait raison, vous dites Nouvelle-Zélande, c'était notre concession principale, les ovins. Sur le Canada, notre concession principale, c'était le bœuf. Qu'est-ce que vous proposez aux Australiens comme concession principale? Qu'est-ce que vous auriez... Comment? Parce qu'on voit bien ce que vous leur reprochez, c'est de ne pas hiérarchiser et de demander tout à la fois, tout et son contraire. Or, comment verriez-vous? Parce que c'est quand même intéressant, ils ont des choses à vendre, les Australiens, qui sont précieuses pour nous aussi. Oui, mais comment vous estimez que on pourrait éventuellement surmonter ce désaccord qui naît effectivement d'un excès de demande? Mais nous n'avons jamais fermé la porte à un accord avec l'Australie. Nous le souhaitons, cet accord avec l'Australie. Nous le souhaitons parce que nous avons nos propres intérêts. Les Australiens exportent notamment des matières premières que nous avons intérêt à importer dans l'Union européenne. C'est pour rebondir sur la question de la députée Stéphanie Cochert. Bon. Simplement, nous ne pouvons pas accepter de telles concessions dans le domaine agricole. C'est-à-dire que si, en ce qui nous concerne, pour d'autres États de l'Union européenne, ce sont davantage de concessions sur le plan industriel, automobile, etc. Mais en ce qui nous concerne, voilà, nous ne pouvons pas accepter une demande de 38 000 tonnes équivalent carcasse sur la viande ovine. Si on revient à des mesures beaucoup plus raisonnables, alors on pourra, le cas échéant, en discuter. Mais on ne peut pas accorder 38 000 tonnes équivalent carcasse de viande ovine en importation directe depuis l'Australie. Qu'est-ce que vous pourriez leur accorder dont ils aient envie? Mais je pense que dans le cadre des négociations qui ont eu lieu avec la Commission européenne, nous avons ouvert un certain nombre de chapitres qui peuvent satisfaire les Australiens. Je pense que nous sommes aujourd'hui face, comme j'ai dit tout à l'heure, à on va dire, une situation interne à l'Australie qui fait que l'Australie pouvait difficilement accepter de conclure un accord si elle n'avait pas on va dire, les niveaux de quotas qui étaient demandés par leurs producteurs internes. Bon, peut-être que les choses évolueront à l'avenir. En tout cas, nous sommes ouverts évidemment à reprendre ces négociations, encore une fois, dans le cadre d'une protection de nos propres filières. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie, Madame Métayer, d'avoir fait ce rapport pour la Commission des Affaires européennes, qui est que personnellement je me reproche de ne pas encore avoir lu, mais je tiens à vous dire que à partir de cette séance, je vais y porter un regard extrêmement attentif, et c'est très intéressant, et je suis très heureux que vous soyez venu ici poser cette question. Notre audition est maintenant terminée. Je crois qu'il faut remercier notre ministre qui s'est prêté au jeu des questions et des réponses avec sa compétence, sa vivacité et sa convivialité
habituel que nous connaissons bien. Monsieur Becht est bien connu de nos services et nous sommes heureux à chaque fois d'avoir ce rendez-vous avec lui. Donc, ça sera l'an prochain et vous serez toujours bienvenu ici et écouter de façon très attentive, car comme je le disais, nous sommes absolument conscients que le secteur qui est le vôtre, c'est l'un des baromètres les plus fondamentaux de l'avenir de la nation, de la société, de l'économie française. C'est là, vous êtes le baromètre de ce qui va et ce qui ne va pas en profondeur dans notre pays à l'échelle internationale. Donc, chaque fois que vous avez quelque chose à dire, dites-le nous. Dire, je veux venir parce que j'ai des choses à dire à la Commission des Affaires étrangères et de toute manière, nous prendrons soin de vous réinviter chaque fois qu'il y aura une échéance nouvelle en matière commerciale. Merci, cher ministre. Merci, cher Olivier, d'être venu parmi nous aujourd'hui. Ce sera toujours avec un immense plaisir. Merci. La séance est levée. Je vous remercie, mes chers collègues.